Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais analyser des entreprises en temps réel afin de déterminer si ce sont des investissements intéressants. Je vais aller sur la page de bourse de leséchos.fr. Je vais regarder quelles sont les entreprises qui ont subi les plus fortes hausses et les plus fortes baisses au cours de la dernière séance. Ensuite, je vais rapidement analyser ces entreprises en regardant certains indicateurs clés afin de déterminer si ces actions méritent d'être passées sur ma liste de suivi afin de bénéficier d'une analyse plus approfondie qui pourrait mener éventuellement à une décision d'achat. Nous voici donc sur la page Les Échos Bourse et je vais regarder un peu quelles sont les entreprises sur la page d'accueil. Je vais regarder surtout dans les fortes hausses et les fortes baisses de la dernière séance. Et je vais prendre 2 ou 3 entreprises que je vais essayer d'analyser assez rapidement pour vous montrer quels sont les éléments, on va dire, vraiment de base que j'analyse pour voir si l'entreprise mérite d'être placée sur ma liste de suivi pour une analyse plus poussée qui éventuellement peut mener à une décision d'achat de l'action en question. Mais puisqu'il y a des milliers d'entreprises en bourse, il faut quand même avoir un système qui nous permet de filtrer les investissements potentiels. Donc là, je vais regarder, on va commencer par les plus fortes hausses de la dernière séance du CAC. Et je vais commencer par Plastic Omnium, c'est une entreprise que je ne connais pas, mais on va essayer de l'analyser pour voir si c'est... Parce que gardez une chose à l'esprit, c'est lorsqu'on voit les fortes hausses des dernières séances, certaines personnes pensent automatiquement, je vais acheter cette action-là puisqu'elle augmente. Mais c'est simplement l'augmentation d'une seule séance. Donc il se peut très bien que des entreprises de très mauvaise qualité augmentent pour X raisons, mais ce n'est pas pour autant que ça en fait des bons investissements à long terme. Donc c'est pourquoi il faut quand même aller regarder ce qui se passe sous le capot, comme je dis, pour voir si c'est une hausse qui va perdurer dans la durée et s'il faut effectivement acheter l'action ou si ça ne sert à rien de l'acheter, il faut plutôt l'ignorer. Donc on va aller regarder sur Google, Plastic Omnium. Donc vu le nom, ils sont peut-être impliqués dans le domaine du plastique, mais ce n'est pas du tout une entreprise que je connais. Donc on voit que c'est un groupe industriel français qui est créé en 1946. Donc c'est une entreprise quand même qui a un long historique derrière elle. C'est une entreprise qui est bien établie certainement, par Pierre Burrell et contrôlé par la famille de ce dernier. Avec un chiffre d'affaires de 9 milliards d'euros en 2019, le groupe emploie 32 000 personnes dans 131 usines, 26 centres de recherche et développement et 26 pays dans le monde. Donc c'est un groupe qui est mondial, que je ne connaissais pas du tout. Donc en tout cas c'est très intéressant. Donc on va voir un peu la performance du prix de l'action au cours des dernières années. Donc là on voit l'augmentation de la dernière séance, mais qui ne veut strictement rien dire. On va regarder la performance à 1 an de cette entreprise. On remarque tout de suite l'entreprise a augmenté de 8%, ce qui n'est pas énorme. On est passé de 20 euros à 30 euros à 22 euros. Donc bon, bien évidemment, la crise du Covid doit y être pour quelque chose, donc on va regarder à plus long terme. Donc à 5 ans, l'entreprise, si vous avez acheté cette entreprise il y a 5 ans, vous auriez perdu 23% de votre capital. Pas fameux. Et max, donc bon, bien évidemment depuis 1989, l'entreprise a augmenté énormément. Donc si vous avez acheté en 1989, vous seriez gagnant, mais bon, je ne pense pas qu'il y ait beaucoup de personnes qui me regardent qui ont acheté à ce moment-là. Donc on voit que l'entreprise a quand même eu une belle croissance jusqu'en 2018. Ensuite, ça s'est un peu effondré. Depuis le Covid, c'est reparti un peu à la hausse quand même. Il faut dire ce qui est vrai, c'est reparti à la hausse. Donc bon, a priori comme ça, j'ai envie de dire, je ne suis pas emballé, d'accord ? Mais on va aller regarder un peu les éléments financiers pour voir qu'est-ce qui se cache sous le capot. Pour voir. Alors, nous voici sur. Alors, nous voici sur la page de Yahoo Finance. Donc, on va regarder une première chose. Donc, la volatilité sur 52 semaines, de 18 à 34, entre 18 et 34 euros. Donc, c'est quand même assez volatile. Indice bêta de 2.3. Capitalisation boursière de 3 milliards, donc c'est quand même une entreprise qui est quand même grosse, hein, ratio PE de 11. Donc vu que c'est une entreprise plutôt industrielle, un ratio de 11, voilà, bon j'ai envie de dire c'est un peu élevé. Bon, il y a un bénéfice par action de 2 euros, c'est pas mal. Rendement de dividende de 2%, ok, ce qui est intéressant. Par contre, voilà, comme on l'a vu, sur 5 ans, vous auriez quand même perdu 7 euros par action, donc je ne sais pas si le dividende aurait rattrapé ça. Voilà, à première vue, je ne suis pas non plus forcément emballé. On va regarder les finances. Donc, alors, en termes de revenus, donc si je vais regarder d'abord, on va aller du haut en bas. Hein. Donc, les revenus sont passés de 6 à 8 milliards pré-Covid. Ça, c'est bien. Pendant le Covid, il y a eu une baisse d'1,4 milliard, 1,4 milliard de chiffre d'affaires, ce qui peut être attendu. Hein. Ensuite, on va voir les coûts. Donc, les coûts augmentent forcément. Le bénéfice brut il reste quand même assez stable au fil des années. Donc c'est une entreprise qui a quand même, vu que c'est une entreprise mondiale, qui a quand même des milliers d'employés et des dizaines de sites à travers le monde, forcément, ok,
le bénéfice brut reste stable, ce qui est bon signe quand même. Bon, il a été divisé presque par 2 pendant le Covid, on peut s'y attendre. Le net income, donc le bénéfice net, il a augmenté de 2007 à 2018. 2018-2019 déjà, il a été quand même taillé en deux. Bon, il peut y avoir diverses raisons à ça, hein, mais là c'est vraiment une analyse superficielle qu'on fait. Et ensuite, en 2020, donc ils ont perdu 500 millions d'euros de bénéfices nets d'une année à l'autre. Et là on revoit que sur les 12 derniers mois, ça repart à la hausse. Et si on regarde de manière trimestrielle, bon, on n'a pas beaucoup de données, donc ça sert à rien vraiment. Ensuite, une autre chose que j'aime regarder après le bénéfice net, ce sont les actions qui sont mises en circulation. Donc là on voit, donc diluted average shares, ce sont le nombre d'actions qui sont en circulation. Et donc on voit, on est passé de 148 millions d'actions à 147 millions, à 146, à 145. Donc le nombre d'actions en circulation diminue, ce qui, bon, pour les actionnaires est une bonne chose à court terme, parce que ça fait augmenter le cours de l'action. À long terme, les rachats d'actions sont forcément critiqués parce que c'est de l'argent qui aurait pu être dépensé à investir dans l'entreprise qui est dépensé pour acheter des actions. Donc ça fait augmenter artificiellement le cours de l'action, c'est pas forcément une bonne chose à long terme. Mais néanmoins, le nombre d'actions en circulation diminue, ce qui peut permettre à l'action de gagner en valeur. Donc ces éléments financiers sont relativement corrects, hein. C'est une entreprise industrielle stable, c'est ce qu'on voit, qui a été un peu impactée par le Covid, mais bon, vu leur taille, je pense que ça devrait aller pour eux à long terme. En termes d'actifs, alors on va comparer les actifs totaux aux passifs totaux, donc on voit qu'il y a quand même beaucoup plus d'actifs que de passifs, ce qui est une bonne chose. Après, ce que certaines personnes regarder à court terme, c'est le ratio de liquidité à court terme qui va calculer les actifs à court terme par les passifs à court terme. Donc on voit 3 milliards 100 millions d'actifs à court terme, mais il y a plus de passifs à court terme que d'actifs à court terme, donc ça c'est pas vraiment une bonne chose. Ce qui signifie que l'entreprise n'aurait pas les moyens de régler tous ses passifs s'ils étaient dus immédiatement. Donc bon, elle pourrait liquider d'autres actifs qu'elle a pour faire face à ses dépenses, mais bon, néanmoins à court terme, elle n'a pas assez d'actifs. On va regarder la dette totale, bon, qui est maîtrisée, hein, qui baisse d'ailleurs, qui a baissé depuis 2017, 2019, 2020. Ouais. Par contre, bon, une chose que j'ai oublié de dire, c'est que le bilan, il vaut mieux quand même regarder le bilan, parce que le bilan, c'est une photographie, un instant T des comptes de l'entreprise. Donc si on regarde les informations de 2020, en fait, ce n'est plus vraiment applicable pour 2021. La situation a changé. Donc on va regarder le bilan au 30 juin 2021. Donc on voit, voilà, ok, d'accord, ça n'a pas changé. Bon, la dette... Donc là, la dette nette a augmenté, voyez-vous. Donc ça, c'est quelque chose qu'on n'a pas vu sur le rapport annuel, puisque les comptes annuels n'ont pas encore été publiés, mais sur les comptes trimestriels, on voit que la dette a augmenté un petit peu par rapport au trimestre précédent, mais elle a quand même bien diminué par rapport à il y a un an. Donc l'entreprise est quand même bien gérée, hein, de ce point de vue-là. Et après, on va regarder le flux de trésorerie. On voit aussi que les flux de trésorerie sont positifs, malgré le fait que ça a baissé en 2020. Ce qui peut être normal, mais c'est bien reparti quand même sur les 12 derniers mois. On voit qu'il y a beaucoup de... Le flux de trésorerie opérationnel a bien augmenté. Donc ça, le flux de trésorerie opérationnel, c'est la capacité d'autofinancement de l'entreprise. Donc c'est un des indicateurs les plus importants lorsqu'on regarde les comptes de l'entreprise. C'est est-ce qu'ils génèrent assez d'argent pour s'autofinancer. Et on voit que c'est quand même le cas sur cette entreprise. En gros, la situation financière est quand même pas mal. Donc ma conclusion sur cette entreprise-là, sur Plastic Omnium, c'est une entreprise, voilà, industrielle qui m'a l'air relativement stable en termes de gestion et de vente. Bon, par contre, voilà, ce qui me refroidit, c'est la performance du prix de l'action à 5 ans. C'est pas une entreprise dans laquelle j'investirais personnellement, malgré le fait. Donc c'est pour ça qu'il faut pas être trompé par cette augmentation dans la dernière séance. Ça ne veut pas dire que l'entreprise mérite d'être achetée. Et donc en l'occurrence, je n'investirai pas là-dedans. Ensuite, on peut regarder Sopra Steria Group. C'est une entreprise que je ne connais pas non plus. On va l'analyser rapidement. On va aller faire une petite recherche Google sur que représente cette entreprise, qui est-elle. Alors, une entreprise de services du numérique française et une société de conseil en transformation numérique des entreprises et des organisations. Prestations de conseil et services technologiques. Éditeur de logiciels métiers. Bon, ça me plaît déjà, parce que la technologie, comme vous le savez, c'est un secteur en forte expansion. L'économie se digitalise de plus en plus. Donc toutes les entreprises impliquées dans ce secteur, normalement, si elles sont bien gérées, qu'elles sont innovantes, c'est des entreprises qui vont qui ont un bel avenir. Donc une société créée en 1968 qui a 4 milliards d'euros de chiffre d'affaires, 46 000 employés, donc on a encore affaire à une grosse boîte. On va regarder la performance du prix de l'action. Hein.
Ok, donc sur un jour, bon ça veut rien dire, il faut pas se fier à ça. On peut regarder l'action sur un an, elle a pris 30% sur un an. Donc ça, c'est pas mal, c'est la reprise post-Covid, on va dire. Sur 5 ans, elle a pris 70% l'action. Donc ça, c'est quand même, c'est intéressant. C'est intéressant. Bon, on voit que 2018, il y a eu un pic à 184 euros. Donc si vous avez acheté au plus haut, vous seriez déficitaire au jour d'aujourd'hui. Donc en 3 ans, avant un investissement déficitaire, c'est pas forcément top. Mais bon, si vous avez eu l'occasion d'acheter un peu après cette date-là, bon, vous en sortirez correctement, j'ai envie de dire. Et si on regarde le cours max, alors là, ça dit une histoire différente. C'est une entreprise qui est là, donc cotée en bourse depuis longtemps. Il y a eu un pic en 2000, donc pendant la bulle du Nasdaq, la bulle Internet. Donc forcément, bon, le marché tout a baissé. Mais bon, elle n'a pas fait banqueroute, donc c'est une entreprise qui était quand même bien gérée, certainement. Qui avait certainement un vrai produit qui était proposé aux consommateurs. Et donc on voit qu'après, il y a eu une super belle croissance des années 2000 jusqu'en 2018. Alors là, si vous avez investi à ce moment-là, vous serez le roi du pétrole. Après 2018, gros crack. Donc, résultat financier décevant, certainement. Et après, c'est quand même bien reparti. 2020, ça a recraché, ça repart. Donc là, on est près du pic de valeur de l'action d'entreprise. Donc d'un point de vue d'analyse technique, en regardant ça, je dis que là, l'action serait potentiellement chère. Après, il faut voir les éléments financiers. Qu'est-ce qui justifie cette flambée? D'une part, c'est la digitalisation de l'économie. L'économie se digitalise, donc forcément, ce genre d'entreprise-là qui fournit des prestations de conseil aux entreprises, ces services seront demandés. Donc il se peut que ce soit une entreprise d'avenir, bien qu'elle existe depuis longtemps. Donc on va aller regarder. Sur Yahoo Finance un peu ce qui se passe. Alors, qu'est-ce qu'on voit? On voit la variation des 52 dernières semaines en 97,179. Donc là, on est au plus haut sur la dernière année. Donc c'est quand même relativement volatile. On voit que le volume n'est pas énorme. Hein. C'est pas des entreprises qui ont des volumes énormes. Bon, là, on voit que le volume est plus élevé que la normale. Donc il y a un intérêt, un engouement autour de cette entreprise récemment. Market cap de 3,6 milliards, c'est quand même pas mal. Ratio PE de 24. Donc c'est une société de conseil en technologie. PE de 24, on va dire c'est moyen. Bénéfice par action de 7,30 €. Ça c'est énorme quand même. Bénéfice par action de 7,30 €, c'est quand même pas mal. Et on voit qu'il y a un dividende d'1%. Donc c'est une entreprise qui génère assez de cash pour donner de l'argent aux actionnaires. Ça c'est intéressant. On va regarder les éléments financiers. Alors qu'est-ce qu'on remarque? Pour une société quand même qui est impliquée dans le secteur technologique, les revenus n'augmentent pas non plus de façon très importante. Hein. Donc c'est une société qui, je pense, est bien établie, a une base de clientèle solide, mais qui n'a pas une croissance énorme. D'accord? On voit d'ailleurs que en 2017 et 2020, le revenu brut a quand même presque triplé, donc ça c'est bien. C'est-à-dire qu'ils arrivent à rationaliser leurs coûts. Hein. Les coûts ont quand même bien baissé en l'espace de 4 ans. Donc ça c'est une bonne chose. C'est-à-dire que c'est une entreprise bien établie qui arrive à rationaliser ses coûts pour augmenter ses bénéfices sans forcément augmenter ses revenus de manière super importante. Donc ça veut dire que l'entreprise est bien gérée d'un niveau managérial. Et si on regarde le net income, le net income forcément en 2020 il a baissé. Et avant ça, il était, on va dire, relativement stable. Il n'augmentait pas non plus de manière super importante. Le bénéfice net aussi, hein, il est un peu relativement volatile, mais quand même assez élevé. Après, on va regarder les actions qui sont mises en circulation. Et on voit qu'il y a une légère augmentation, mais bon, c'est négligeable. C'est négligeable. Donc, il n'y a pas non plus énormément d'émissions de dette via l'émission d'actions, donc ça c'est bien. Après, on va regarder un peu le balance sheet, donc le bilan. Encore une fois, le bilan au 31 décembre 2020 ne nous dira rien. Donc c'est mieux de regarder là, au 30 juin 2021, le bilan trimestriel. On voit qu'il y a beaucoup plus d'actifs que de passifs. Ensuite, la dette totale, d'accord. La dette nette, 209 millions. C'est pas énorme. Je vais regarder quelque chose, c'est la dette totale comparée à 2017, qu'elle a quand même baissé. Donc voilà, c'est une entreprise qui est au niveau de la dette, elle n'a pas énormément de dette. Donc j'ai envie de dire, c'est une entreprise qui est relativement bien gérée à ce que je vois. Qui a un free cash flow aussi
positif, qui rachète ses propres actions. Bon, on va dire que c'est une entreprise qui a l'air bien gérée. Voilà, ça c'est clair et net. Donc ça, c'est le genre d'entreprise que je mettrai sur ma liste de suivi pour un peu aller l'analyser un peu plus en détail. Parce que voilà, on va dire que les éléments sont quand même corrects. C'est pas une entreprise qui a une énorme croissance et qui va générer, je pense, une appréciation d'actifs ou de capital faramineuse au cours des années à venir. Par contre, voilà, c'est une entreprise qui mérite peut-être qu'on s'y intéresse d'un peu plus près. Mais bon, pour l'instant, je la mettrai sur la liste de suivi, mais je ne suis pas non plus emballé plus que ça. Ça mérite un peu plus de recherche. Donc on va regarder maintenant une troisième action, parmi voilà, les actions qu'on voit ici. Donc JC2Co, il me semble que c'est une entreprise, c'est quoi, c'est un retailer, ils vendent des vêtements je crois, c'est ça. On va aller regarder en ligne. JC2Co, groupe industriel français spécialisé dans la publicité urbaine, ok, décliné sur des divers supports de mobilier urbain. Multinational principalement connu pour ses systèmes d'arrêt d'autobus publicitaires. Ah, et ses systèmes de location de vélos en libre service. D'accord, donc en fait, je me suis complètement trompé, c'est pas du tout un retailer. Peut-être je pensais à JCPenney dans ma tête, hein, j'ai fait une association un peu foireuse. Donc entreprise fondée en 1964 à Lyon, 3,6 milliards d'euros de chiffre d'affaires, donc 2018. Donc c'est quand même une entreprise bien établie et qui est dans le secteur du publicité de mobilier urbain. Donc ça, ben la publicité, on sait très bien que c'est un secteur qui je pense ne faiblira jamais, mais qui connaît des importantes évolutions au cours des dernières années, c'est-à-dire on tend de plus en plus vers le marketing digital. Donc le mobilier urbain restera toujours, je pense toujours qu'il y aura une place pour ce genre de marketing. Après, il faut voir si JCDecaux arrive à suivre la tendance et se lancer peut-être dans le système de marketing digital, ou comment est-ce qu'ils vont évoluer dans le nouvel environnement. Mais néanmoins, la publicité urbaine a toujours une grosse place, je pense, et maintiendra une grosse place à l'avenir. Donc ça vaut la peine d'y s'y intéresser. Donc on va regarder ici le cours de l'action. Donc ça a perdu 10% lors de la dernière séance, certainement à cause peut-être de mauvais résultats financiers, on va savoir. On va regarder le cours sur un an. Donc ça a pris 44% en un an. Donc c'est pas mal. Sur 5 ans, on va regarder. Moins 30% sur 5 ans. Bon, ça emballe moins. Et la courbe max, donc 28% en 20 ans. Pas terrible. Pas terrible. Donc là, bon, à première vue, c'est une entreprise qui est potentiellement en crise. Et encore une fois, peut-être qu'ils ont peut-être qu'ils ont raté le virage digital. On va regarder sur Yahoo Finance ce qui se présente. Mais bon, à première vue, voilà, je ne suis pas emballé à première vue. Regardons un peu plus sous le capot, comme on dit. Alors, on voit sur les 12 derniers mois, entre 12 et 26 euros l'action. D'accord, donc c'est un peu volatile. 4 milliards de capitalisation, c'est quand même pas mal. Bénéfice net, moins 2,4. Pas terrible. Ex-dividende, mai 21-2019. Donc je pense qu'ils ont dû couper le dividende en 2019. Donc c'est une entreprise qui déjà, avant le Covid, devait avoir des difficultés financières. On va regarder les finances maintenant. Alors vous voyez qu'ici, de 2017 à 2020, donc on va regarder de 2017 à 2019, donc pré-Covid, on va regarder d'abord, les revenus ont augmenté. Les coûts ont été maîtrisés, on passe de 2 milliards à 1,2 milliard. Le bénéfice brut a augmenté d'1,2 milliard. Et le net income a augmenté de, on va dire, 70 millions d'euros. Donc pré-Covid, c'est une entreprise qui avait l'air d'aller bien, à première vue. Ensuite, bon, Covid arrive, on prend un énorme coup, les revenus baissent d'1,4 milliard, ce qui est énorme, et on passe à un bénéfice net de moins 600 millions d'euros. Donc pas bon du tout. Bon, par contre, qu'on voit le nombre d'actions en circulation est resté relativement stable, donc ils n'ont pas émis de nouvelles actions sur le marché. Donc voilà, gros coup post avec le Covid. Là on voit sur les 12 derniers mois, donc on est encore à un bénéfice net négatif. Et on a un revenu de 2 milliards avec un bénéfice brut d'1,4 milliard. Ouais, donc bon, l'entreprise va pas super bien en ce moment. On va regarder au niveau. Alors, les actifs, 9 milliards d'actifs, 7 milliards 8 de passifs. D'accord.
si on regarde, ouais, donc il y a plus de passifs à court terme que d'actifs à court terme, ça c'est pas terrible. La dette nette 1,3 milliard, c'est quand même beaucoup. On regarde le cash flow. Il y a quand même du cash flow, flux de trésorerie positif. Ça c'est une bonne chose, mais bon, c'est parce qu'ils ont émis 2 milliards. Et donc en 2020, ils ont émis 2 milliards d'euros de dette. Ce qui est énorme. Ok. Donc forcément, c'est une entreprise qui va pas super bien. Et je vais regarder sur Google un article qui va nous parler dette. On va regarder un peu ce qui s'est passé. Donc en 2020, renforce sa liquidité et améliore sa flexibilité. Donc ils ont une émission de dette, ce qu'on voit. Perte historique en 2020. Là, on a un article un peu plus récent. Et là, on voit effectivement que ça se passe mal pour eux. De lourde dépréciation. Ah oui, alors, ce qu'on peut dire, c'est que forcément, les centres commerciaux vont beaucoup moins bien depuis le Covid. Donc, toute la publicité dans les centres commerciaux, forcément, à mon avis, les dépenses des entreprises ont été beaucoup moins dans ce cas-là. S'il n'y a personne dans les centres commerciaux, quel est l'intérêt de mettre des publicités dans ces endroits-là? Le numéro mondial de l'affichage a indiqué une forte contraction de ses revenus. D'accord. Alors, dépréciation d'actifs, d'accord. 40% de baisse du chiffre d'affaires en 2021. Et ouais, donc forcément... Ouais, donc ça va pas bien du tout pour cette entreprise. Donc ils ont émis 1 milliard d'euros d'obligations à 4,5, 5 ans, à 4, 5 et 8 ans, avec un coupon de 2 et 2,6%. Donc bon, comparer une obligation d'État, c'est quand même pas mal, mais vous avez le risque que l'entreprise fasse défaut si ça se passe mal pour elle. Donc bon, on va dire, encore une fois, là, je ne suis pas emballé du tout par cette entreprise et je ne pense pas que je la mettrai sur ma liste de suivi. Déjà, rien que la performance sur 5 ans, on voit que c'était pas bon. D'accord. Donc là, avec la crise du Covid et le fait que les centres commerciaux sont un peu en crise, j'investirai pas là-dedans, personnellement. Donc là, on va fermer ça. On ne mettra pas ça sur la liste de suivi. On va regarder notre entreprise, Covivio, CGG, ArcelorMittal. Donc ArcelorMittal, Lagardère, je connais ces entreprises-là. Bon, on va regarder ArcelorMittal, je sais que c'est une grosse entreprise. C'est une entreprise, il me semble, qui est dans l'acier. Alors, groupe sidérurgique, siège social au Luxembourg. Plus important producteur d'acier au monde avec 96 millions de tonnes produites en 2018. Classé 156e dans le classement Fortune 500. Donc c'est quand même une énorme entreprise. Voilà, Lakshmi Mittal, c'est le fondateur, un milliardaire indien. On va regarder le prix de l'action sur un an. On va commencer par ça. Donc, sur un an, ça a pris 157%. Alors, c'est absolument énorme. Donc cela peut être expliqué par le fait qu'avec les disruptions des chaînes d'approvisionnement de l'économie mondiale, effectivement, peut-être qu'il y avait une pénurie d'acier, donc le prix a peut-être augmenté à cause de ça. C'est possible. Sur 5 ans, 65%. Et le max, moins 50% depuis 2005. Bon, depuis 2005, on remonte loin, mais on voit 2008 avec la crise financière, la crise économique 2008, ok, ça a baissé. Et ensuite, on voit que la performance, quand même, à long terme, n'est pas top. Donc, est-ce que cela signifie qu'il y a des émissions d'actions, que l'entreprise a des revenus en baisse? Bon, clairement, depuis 2020, c'était un super investissement. Si vous avez réussi à acheter à 8 euros, 9 euros, vous en sortez super bien. Mais là, au jour d'aujourd'hui, ça me paraît un peu cher. On voit qu'il y a un rendement de moins d'1%. Bon, on va regarder quand même sur Yahoo Finance les éléments financiers. Alors, on voit effectivement sur un an, donc on est passé de 11 euros à 36 euros. Donc c'est quand même énorme. 31 milliards de capitalisation boursière, c'est énorme aussi. Rendement de 0,94. Bon, les estimations sur un an des analystes, en général, je ne prête pas trop attention. Les analystes, on ne sait jamais s'ils ils conseillent une action parce qu'ils ont des positions dedans, ils veulent que ça monte, ou ils mettent un objectif bas parce qu'ils veulent que ça baisse, donc on ne connaît jamais leur intention. Donc personnellement, ça, c'est pas quelque chose auquel je prête attention. On va regarder les finances de l'entreprise. Alors, on remarque 2017, 2018, 2019, c'est une entreprise qui a d'énormes revenus. Hein. C'est à mon avis, c'est en dollars américains, ouais, currency US dollar. 68 milliards, 70 milliards en 2019, donc en 2020, ça a quand même pris un gros coup. Mais bon, c'est une entreprise qui est quand même bien établie, donc ils ont des revenus relativement stables. À mon avis, ça repartira à la hausse après le Covid. On voit d'ailleurs qu'au cours des 12 derniers mois,
On a 62 milliards, donc on revient à des niveaux un peu pré-Covid. Net income, donc déjà en 2019, on était à moins 2,4 milliards. Bon, ça peut dépendre de diverses choses. Mais là, on voit qu'avec le Covid, moins 700 millions. Et là, on revient à 7 milliards de net income. Donc l'entreprise a l'air de rebondir plutôt bien. Nombre d'actions en circulation qui reste assez stable. Donc bon, l'entreprise a l'air d'être pas trop mal en ce moment. Donc les actifs sont au plus haut historique, au 30 juin 2021. Donc il y a beaucoup plus d'actifs que de passifs, ça c'est une bonne chose. Il y a, tu voyez, donc là les actifs à court terme sont bien plus élevés que les actifs, que les passifs à court terme. Donc c'est-à-dire que l'entreprise a assez de liquidité pour payer ses passifs à court terme. On voit que les actifs sont bien plus importants que les passifs. Donc c'est quand même intéressant. La dette nette donc, est plus bas qu'il y a un an, beaucoup plus bas qu'il y a un an. 3 milliards de moins. Au niveau annuel, je vais juste voir en 2020. La dette a énormément baissé depuis 2017. Donc là, a priori, c'est quand même une entreprise qui est bien gérée, à ce que je vois. Et qu'en fait, ils ont réduit leur quantité de dette. Depuis le Covid, ils rebondissent bien. Donc ils ont pris un petit coup. Tu vois, et pré-Covid, ça allait déjà fort, ça allait très très bien. Le flux de trésorerie opérationnel a bien augmenté par rapport à 2017. Et là, on voit que sur les 12 derniers mois, on est à 4 milliards, donc ce qui est quand même énorme, comparé aux années précédentes. Donc voilà, donc je veux dire que a priori, ArcelorMittal, ça a l'air intéressant. Donc il faudrait, ça c'est une entreprise qui, pour ceux qui sont intéressés par les investissements dans des sociétés industrielles, c'est une entreprise que vous pourriez mettre sur votre liste de suivi. Hein. Franchement, elle a l'air bien gérée l'entreprise. Je voulais dire que sur les années précédentes, on voit que le cours de l'action avait bien baissé au cours des dernières années, mais là, ça a l'air de repartir. Il se peut qu'il y ait eu un tournant stratégique dans l'entreprise, donc ça c'est quelque chose à voir. Encore, on va voir un article ici. Est-ce que les investisseurs sont en train de sous-évaluer ArcelorMittal? Bon, avec une augmentation de 100% au cours d'un an, je ne suis pas sûr que ce soit forcément sous-évalué. Les investisseurs ont l'air d'y prêter attention. Bon, des fois, ces articles-là, ils nous disent rien d'intéressant. Hein. Ça te parle juste des ratios PB, etc. Donc c'est une analyse technique. Hein. Donc là, on va rien apprendre. Mais ok, c'est une entreprise qui pourrait aller sur la liste de suivi et voilà, et on peut suivre un peu l'évolution, étudier un peu plus en profondeur pour voir si ça vaut la peine d'investir dans cette société dans les semaines ou les mois à venir, pour ceux que ça intéresse. Donc on va regarder une dernière entreprise, Lagardère SA par exemple. Hein. Donc ça c'est une entreprise, tout le monde connaît le nom Lagardère, c'est un milliardaire français qui a un énorme groupe hein, qui investit dans énormément d'activités différentes. On va essayer de voir un petit peu plus pourquoi le cours a baissé. Alors, groupe de dimension mondiale, présent dans 40 pays, comptant 28 000 collaborateurs, dégageant un chiffre d'affaires de 4 milliards d'euros en 2020. Donc c'est également une entreprise énorme, 7 milliards d'euros en 2019. Donc voilà, donc on voit déjà qu'en 2019 et 2020, il y a eu une énorme baisse à cause du Covid, donc c'était une entreprise qui était très très impactée par le Covid forcément. Alors, 22 euros, on va regarder la performance sur un an. 53% sur un an, on est passé de 14 euros à 22 euros. Sur 5 ans, on est à combien? On est à 0,18% sur 5 ans. Donc là, par contre, la performance à long terme n'est pas top du tout. Et si on regarde ici, également, moins 15% depuis 89. Donc il y a eu un pic en 2000. Okay, la bulle technologique, encore une fois. Et l'action ne s'en est jamais vraiment remise. Donc là, une courbe comme ça ne me plaît pas. D'accord? Je vous le dis tout de suite. Ça me plaît pas du tout. Et regardons maintenant donc sur Yahoo Finance un peu plus les éléments. Bon, a priori, c'est pas prometteur. Hein. Je vous le dis tout de suite. Bénéfice net de moins 3 euros par action, c'est déjà pas bon. Ex-dividende, donc il paye plus de dividendes depuis 2020. Donc voilà, avec la crise du Covid, le dividende a été suspendu. Problème financier. On va regarder les finances encore une fois. Donc, on voyait quand même que c'était un groupe, c'était stable. Hein, de 2007-2019, ça reste au-dessus de 7 milliards de chiffre d'affaires. Le net income, déjà pré-Covid, était déjà négatif. Donc ça, c'est un élément, il faudrait rechercher pourquoi. Et bon, avec le Covid, moins 660 millions d'euros, pas bon du tout. D'accord. Au cours des 12 derniers mois, ça se redresse, la barre se redresse légèrement. On est à moins 400 millions, donc c'est-à-dire que ça va un peu mieux pour le groupe. Enfin, les actions, 130 millions d'actions en circulation. Donc, j'ai pas l'impression qu'ils aient émis des actions pour financer leurs opérations. Peut-être qu'ils ont émis d'autres formes de dette, on va voir.
Donc on va regarder au 30 juin 2021. Donc les actifs sont supérieurs aux passifs. Bon, les actifs à court terme sont inférieurs aux passifs à court terme. La dette totale a légèrement baissé depuis un an. Donc ça c'est pas mal. Le cash flow, donc au 31 décembre 2020, je vais regarder quarterly, je sais pas si on va voir les figures. Non. Donc, bon, en gros, malgré tout, ils ont resté en 2020, ils ont quand même eu un flux de trésorerie positif. Parce qu'ils ont émis de la dette, forcément. Et qu'ils avaient quand même du cash en main, certainement. Et là, au cours des 12 derniers mois, le free cash flow augmente. On voit qu'ils font des gros paiements de dette tous les trimestres. Ça, c'est bon signe. Je vais juste voir sur le balance sheet, je veux voir. Ils ont 900 millions d'euros de cash en 2019, 687 millions en 2020. Donc, ils ont 860 millions de cash en main. Bon, on va dire c'est une entreprise, encore une fois, qui a des performances stables pré-Covid, puisqu'ils payent un dividende jusqu'en 2020. Mais le Covid leur a fait très mal. Après, je vois la courbe sur le long terme. Franchement, c'est pas une entreprise qui m'emballe. Et je n'investirai pas dans cette entreprise personnellement. Allez, une dernière entreprise. On va regarder dans les fortes hausses. Wendel, c'est une entreprise que je ne connais pas. On va aller sur Google, chercher Wendel. Wendel. Alors, société d'investissement française, issue de la fusion-absorption de CGIP de Marine Wendel. L'entreprise est contrôlée par la famille Wendel. Wendel Participation. Donc, intéressant. Entreprise fondée en 1704. Donc ça, c'est des entreprises très anciennes. Donc parfois avoir une entreprise ancienne comme ça permet d'avoir un certain prestige et quand même un nom de marque. Tu vois, c'est ce qui inspire confiance. Donc ça, c'est intéressant quand même. Regardez le cours de l'action MF. Donc au cours de 1 an, on va aller voir la performance sur 1 an de cette action. 60% sur 1 an. Donc c'est énorme. Sur 5 ans, on va voir la performance. 18% sur 5 ans. Donc on voit que c'était relativement stable. Après, ça a quand même baissé en 2018. Ça a baissé un petit peu. Ça a augmenté. Donc bon, c'est pas une croissance d'appréciation d'actifs énorme. Et voilà. Et le max depuis 92, on voit encore une fois, donc 2007-2008, ben forcément crise financière, crise économique, ça a pris un gros coup. C'est quand même bien reparti. Et après en 2017 voilà, et 2020, bon, vous auriez eu une dépréciation d'actifs, donc ça c'est pas top. Et depuis 2020, ben là ça repart à la hausse. Bon, écoute, pour l'instant c'est un peu c'est contrasté, on va dire. Enfin, on va regarder donc sur Yahoo Finance. Donc il y a un rendement de dividende de 2,3%. Donc le dividende est toujours payé, ça c'est intéressant. Bénéfice net positif, c'est une bonne chose à voir. Un ratio PE de 261. Alors là, ce que ça signifie, quand même, ça c'est inquiétant. Un ratio PE aussi élevé, ça peut indiquer que l'entreprise est surévaluée. Alors, peut-être que les investisseurs pensent que l'entreprise va générer suffisamment de revenus pour faire baisser ce ratio PE et avoir une rentabilité qui justifie le ratio PE. Mais bon, ça, en général, ça fait peur. Mais il faudrait, encore une fois, rechercher pour savoir pourquoi il y a un ratio PE si important. D'autant plus que la croissance à 5 ans, 20% sur 5 ans, c'est pas énorme. Bon, après un dividende de 2%, bon, c'est correct. Il faudrait voir l'historique de croissance du dividende aussi, voir s'il augmente d'année en année. Donc là, on voit, pré-Covid, l'entreprise fonctionnait bien. Les revenus augmentaient, c'était assez stable avec une petite augmentation, c'est pas mal du tout. Net income, il augmentait aussi, il y avait un net income de presque 400 millions. En 2020, effectivement, ça rebaisse. Donc, ça a été impacté par le Covid, forcément. Sur les 12 derniers mois, on retrouve la rentabilité. Donc ça, c'est intéressant. On va regarder le balance sheet, le bilan. Donc il y a plus d'actifs que de passifs. Actifs à court terme bien supérieurs aux passifs à long terme. C'est bon signe. La dette nette a légèrement baissé depuis l'année dernière. Donc ça, c'est pas mal. Le cash flow. On a un cash flow qui est positif. Donc ça, c'est intéressant. D'accord, un cash flow qui est quand même très intéressant. Bon, ben écoute, c'est une entreprise qui est relativement intéressante. Ça m'intrigue. C'est-à-dire, j'aimerais savoir pourquoi est-ce que les investisseurs sont autant emballés par cette action. Qu'est-ce qui le justifie, surtout l'engouement sur la dernière année. Donc il faudrait savoir
est-ce qu'ils ont fait des acquisitions? Est-ce que leur actif sous gestion augmente? Qu'est-ce qui se passe, quoi? C'est-à-dire, donc ça peut être une entreprise à mettre sur votre liste de suivi, et afin d'en savoir un peu plus, quoi. Tout simplement, ça m'intéresse. Pourquoi est-ce qu'il y a un engouement autour de cette société financière? Ah voilà, alors là on voit maintenant. Wendel porté par la perspective d'une prochaine entrée en bourse d'IHS. Donc est-ce que c'est une de ses filiales peut-être? Je sais pas qui est IHS. Ouais voilà, ok. Donc en fait, elle a une filiale de Tours en télécommunications. Donc les télécommunications, c'est qu'avec la 5G, c'est un secteur qui va être extrêmement porteur. Tu vois, IHS a été valorisé à 8 milliards de dollars d'être comprise, donc forcément, ça peut être quelque chose d'intéressant. Hein. Donc on voit que IHS s'est présenté comme l'un des plus grands propriétaires, gestionnaires et opérateurs indépendants de tours télécom dans le monde, avec une place numéro 1 dans la zone Europe, Moyen-Orient, Afrique. 30 000 tours dans le monde. 2000 salariés. Bon ben, c'est quand même intéressant. Donc si sa filiale entre en bourse, élève énormément d'argent et arrive à faire croître ses revenus, ben, ça va forcément être bon pour Wendel aussi, hein, puisqu'ils sont actionnaires, donc ça va impacter leur rentabilité, leur profit. Donc j'ai l'impression que c'est pour ça que les investisseurs sont positifs et optimistes quant à l'avenir de Wendel. Et effectivement, c'est quelque chose à prendre en compte lorsque vous analysez une entreprise, ce sont les perspectives futures. Hein. C'est-à-dire on peut analyser à l'instant T l'entreprise, mais ce qui compte c'est le futur. Et les performances passées ne veulent strictement rien dire quant aux performances futures. Donc il faut bien être conscient qu'il faut bien regarder vers l'avenir. Donc c'est une société ça que je mettrai sur ma liste de suivi. Parce que voilà, il y a un certain engouement. Est-ce que c'est justifié? Il faudrait faire plus de recherches pour en avoir le cœur net. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, j'espère que ça vous a permis d'en savoir un petit peu plus sur le processus que j'utilise pour filtrer des entreprises de manière rapide, pour déterminer si elles doivent être mises sur ma liste de suivi, afin de bénéficier d'une analyse plus approfondie qui pourrait éventuellement aboutir à une décision d'investissement ou pas. Alors dans le cadre des entreprises qu'on a vues aujourd'hui, il y en a très peu qui sont intéressantes, il y en a une ou deux qui pourraient bénéficier d'une analyse plus approfondie. Néanmoins, je ne suis pas emballé par les différentes propositions d'actions que j'ai analysées aujourd'hui. Je continuerai à faire cette série plus régulièrement pour analyser des entreprises toutes les semaines ou tous les mois, afin de peut-être identifier des entreprises intéressantes qui pourraient mériter qu'on y investisse notre argent. Voilà, merci pour cette vidéo. N'oubliez pas de laisser un pouce bleu en dessous de la vidéo pour montrer que vous l'avez appréciée. Abonnez-vous pour être notifié des futures publications. Laissez un commentaire afin de me faire part de vos observations, de vos commentaires sur ma méthode d'analyse. Qu'est-ce que vous faites pour filtrer rapidement des entreprises? Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo et à bientôt.